Bonjour, je suis Renos Vakis, économiste principal à la Banque mondiale et votre hôte pour accélérer le développement. Des idées pour un impact. Ce n'est pas un podcast ordinaire, mais une conversation basée sur l'IA, présentée par l'Institut de la Banque mondiale pour le développement économique, où nous décortiquons les dernières recherches avec un seul objectif en tête: transformer de grandes idées en un impact réel. Commençons. Merci pour cette introduction, Renos. Vous savez, quand on parle de l'économie mondiale, on se perd facilement dans des chiffres immenses et abstraits. Mais aujourd'hui, nous parlons de quelque chose de très très personnel, l'inclusion financière. Et il y a encore ce chiffre énorme, 1,3 milliard d'adultes qui n'ont pas de compte bancaire. C'est un chiffre vertigineux, mais ce qui est vraiment fascinant et ce que montrent les dernières données du Global Findex, c'est une grande partie de ces personnes sont ce qu'on appelle prêtes sur le plan numérique. Elles ne sont pas aussi éloignées de l'inclusion qu'on pourrait le croire. Prête sur le plan numérique, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour une personne dans sa vie quotidienne? Cela veut dire que, par exemple, en Afrique subsaharienne, environ 80 millions de personnes, soit un quart de tous les adultes non bancarisés de la région, disposent déjà des trois éléments essentiels pour ouvrir un compte. D'accord, et quels sont ces 3 éléments? C'est l'ensemble du package, c'est-à-dire qu'elles ont une pièce d'identité personnelle, elles possèdent un téléphone portable et, c'est capital, leur carte SIM est enregistrée à leur nom. Elles ont donc les outils de base. 80 millions, c'est énorme. Ces personnes sont vraiment à 2 doigts d'y accéder. Et qu'en est-il de la dimension liée au genre? C'est l'autre aspect essentiel. Ce groupe de 80 millions est réparti à parts égales entre hommes et femmes. Cela montre qu'une fois franchies ces barrières de base, le premier pas vers l'inclusion est équitable. Et cela indique clairement où doivent se concentrer les politiques publiques. Alors, comment franchir ces barrières? Si elles ont les outils, quel est le véritable obstacle? Commençons par l'identification. Une pièce d'identité officielle est le point de départ absolu pour accéder à de nombreux services numériques et financiers. Les données montrent que, dans les pays d'Afrique subsaharienne où peu de personnes possèdent une pièce d'identité, le principal problème rencontré est qu'elles ne peuvent pas acheter de carte SIM. Ah oui, c'est un effet domino. Pas d'identité, pas de carte SIM, et tout le reste s'arrête. Tout s'arrête. En Ouganda, par exemple, 79% des adultes sans pièce d'identité ont déclaré avoir eu des difficultés à acheter une carte SIM. 79%. Et cela touche directement la finance. 15% des adultes non bancarisés de la région disent que le manque de documents est précisément la raison pour laquelle ils n'ont pas de compte sur une application bancaire sur téléphone. Donc l'identité est critique. Et pour l'autre élément clé, le téléphone lui-même. Parce que tous les téléphones ne se valent pas, n'est-ce pas? Exactement. C'est le cœur du deuxième obstacle. La raison principale pour laquelle les gens n'utilisent pas l'Internet, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas de smartphone. Et quand on leur demande pourquoi, dans toutes les régions, la réponse est la même, le prix. C'est tout simplement trop cher? Excessivement cher. En Afrique subsaharienne, un smartphone d'entrée de gamme peut coûter jusqu'à 73% du revenu mensuel d'une personne appartenant aux 40% des ménages les plus pauvres. 73%. Ce n'est pas un choix entre un téléphone et un objet de luxe, mais entre un téléphone et les besoins essentiels du mois. Exactement. Ce n'est tout simplement pas envisageable pour beaucoup. Donc, nous avons identifié les barrières, l'identité et le coût. Mais qu'en est-il des incitations? Qu'est-ce qui pousse réellement les gens à franchir le pas et à ouvrir un compte? Voilà l'un des enseignements les plus puissants des données. Tout tourne autour des paiements. La numérisation des grands flux de paiements récurrents, en particulier les aides publiques et les salaires du secteur privé, est un moteur énorme d'inclusion financière. Donc, c'est le fait de recevoir un revenu qui joue le rôle de principal déclencheur. C'est la porte d'entrée numérique. Dans les économies à revenus faibles et intermédiaires, 43% des adultes ayant un compte ont ouvert le tout premier uniquement pour une raison: recevoir un salaire ou une aide publique. Cela représente 60% de tous les détenteurs de comptes dans ce groupe. Et ce chemin fonctionne aussi bien pour les femmes que pour les hommes. C'est un levier de politique publique évident. Quel est alors le potentiel encore inexploité? Il est immense. Prenons les paiements gouvernementaux aux particuliers. Environ trois quarts des bénéficiaires reçoivent déjà ces paiements par voie numérique, ce qui est un grand progrès. Mais cela veut dire qu'un quart les perçoit encore en espèces ou en bons.
Et ces personnes, sont-elles prêtes à passer au numérique? Ont-elles déjà les prérequis? Elles sont tout à fait prêtes. Parmi celles qui reçoivent encore de l'argent en espèces, 62% ont déjà un compte qu'elles pourraient utiliser et 75% possèdent un téléphone portable. Elles attendent simplement que le système suive. Et le potentiel est encore plus grand dans le secteur privé. Moins de la moitié des salaires y sont versés sur un compte. Donc, il reste un énorme écart du côté des employeurs privés. Exactement, un énorme écart. Les différences régionales en disent long. En Europe et en Asie centrale, 79% des salaires du privé sont numériques, mais au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, seulement 20%. Cela montre à quel point il y a de la marge si l'on encourage les entreprises à numériser les paiements. D'accord, donc on progresse réellement sur l'accès. Mais l'objectif n'est pas seulement d'avoir un compte, n'est-ce pas? C'est ce qu'on peut en faire. C'est la santé financière. Où en est-on? Voilà justement le prochain grand défi. C'est une histoire classique du développement. L'accès est la première étape, mais ce n'est pas la destination. Et même si l'accès progresse, la résilience financière, elle, stagne. Donc, davantage de personnes ont un compte, mais elles ne sont pas mieux préparées à affronter un choc financier. Cela semble contre-intuitif. C'est vrai, mais c'est ce que montrent les données. La part des adultes capables de réunir une somme d'urgence reste bloquée à 56%, exactement comme en 2021, malgré l'augmentation du nombre de comptes. Et quand on leur demande combien de temps ils pourraient couvrir leurs dépenses s'ils perdaient leur principale source de revenus, seulement une personne sur trois pourrait tenir plus de 2 mois. C'est inquiétant. Cela suggère qu'il y a un décalage entre posséder un compte et se sentir réellement capable de l'utiliser efficacement. C'est tout à fait ça. Et ces écarts apparaissent partout dans les données. Par exemple, les gens font face à des frais inattendus. En Afrique subsaharienne, près d'un quart des bénéficiaires de paiement public disent avoir payé plus de frais que prévu, et beaucoup commettent des erreurs coûteuses. Quel genre d'erreur? Des transactions erronées. Encore une fois, en Afrique subsaharienne, près d'un quart des utilisateurs d'applications bancaires sur téléphone ont envoyé de l'argent à la mauvaise personne. Et c'est très frustrant car seulement la moitié d'entre eux ont réussi à récupérer leurs fonds. Cela mine complètement la confiance. Oui, c'est évident. Tout ramène à la question de la confiance. Exactement. Dans les économies à revenus faibles et intermédiaires, 2 tiers des adultes sans compte bancaire pensent qu'ils auraient besoin d'aide pour en utiliser un s'ils en ouvraient un. Donc, quelle est la voie à suivre? Si accès seul ne suffit pas, quelle est l'étape suivante? Il faut une approche globale. Il ne s'agit plus seulement d'accès, mais d'expérience utilisateur. Cela suppose une meilleure protection des consommateurs, une transparence accrue sur les frais et des produits mieux conçus, plus intuitifs. Par exemple, intégrer la vérification d'identité dans les applications de paiement pour éviter les erreurs de transfert que nous évoquions. Donc, l'objectif central, c'est désormais de renforcer la confiance et l'assurance de l'utilisateur. Absolument. Et nous voyons déjà des initiatives personnelles dans ce sens. Les données montrent que 40% des détenteurs de comptes bancaires ont vérifié leur solde via leur téléphone ou leur ordinateur. Les politiques et les produits devraient encourager ce type d'engagement en le rendant simple et sûr. C'est ainsi qu'on passe de l'accès à de véritables améliorations de la santé financière. De l'accès à l'opportunité. Une belle phrase pour conclure cette conversation. À vous, Renos. Merci de vous joindre à nous. Vous trouverez le rapport complet sur notre site web en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains épisodes. Et avant de partir, comment comptez-vous mettre en pratique ce que vous avez appris? Quel sujet aimeriez-vous que nous abordions ensuite? Nous serions ravis de le savoir. À bientôt.